Roland Gillet, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Roland Gillet, alors la musique, oui, c'est votre passion. Ça a toujours été ma passion. Ce n'est pas votre métier, mais c'est une passion. Tout à fait, tout à fait. Je suis né avec, ma mère chantait, j'avais une famille où les gens, enfin ma tante aussi, tout ça c'était l'harmonie, l'harmonie, j'ai dû baigner dedans inconsciemment. Et je m'en suis fait un point fort parce que je suis auteur-compositeur et mes musiques sont... on ne peut pas nier que c'est de l'harmonique parce qu'on arrive d'avoir des titres où je fais 7-8 voix différentes pour essayer d'arriver à des harmonies vocales. J'adore ça, je trouve que c'est le plus bel instrument déjà. Voilà. Et donc ça a commencé très, très jeune, j'avais une tante, je suis né en Allemagne et puis ma tante avait un vieux tourne-disque qui s'ouvrait et qui sortait avec le fameux bras pour changer les aiguilles. Et j'avais moins de 4 ans, hein, puisqu'à 4 ans je suis venu en France, et donc j'avais moins de 4 ans, je me souviens très bien, moi j'avais le droit de mettre des disques. Donc voilà, et je chantais, paraît-il, enfin phonétiquement sûrement, à l'époque je chantais tous les succès des années 50, toute la discographie de ma tante, les vieux 78 tours. Et j'adorais ça. Et puis après, je m'est même arrivé d'en fabriquer des tourne-disques en carton, avec des petites punaises, avec des boîtes de vache qui rit renversées, je découpais des bras. Et ça fonctionnait? Non, ça ne fonctionnait pas, mais je me prenais les petits centres des... Vous vous souvenez, les fils à comment je vais dire, ça s'appelle des fils à repriser, c'est ça? DMC, oui, d'accord. Les DMC, ça faisait des petites rondelles, comme ça, je lis un peu glacé d'un côté, je les tournais de l'autre côté et je dessinais des disques et je dessinais des sillons et je mettais un titre. Et je le mettais donc sur mon tourne-disque avec mon bras, je tournais avec le doigt et bien sûr je chantais la chanson qu'il y avait là-dessus. Alors à quel moment est venu ce déclic justement? Bon, il y a le contexte familial. À quel moment, à quel âge? Voilà, j'aime la musique. À quel âge? C'est la musique, bon, si vous voulez... parce qu'on est baigné quand on est tout petit, les parents... Enfin, c'est-à-dire que bon... il y a des parcours. Il y a des parcours. Alors moi, à 10 ans, il y avait un orchestre d'accordéon qui se créait en Moselle, avec M. Kaiser, qui était un grand prix, je crois qu'il était champion du monde d'accordéon. Et bon, il recrutait pour son école d'accordéon. Mais bon, nous on était comme 3 à la maison, 5 avec les parents bien sûr, et bon, non, tant pis, et j'étais quand même très 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 frustré. Et par contre, en août 60, donc justement ce fameux dimanche où on a mangé chez notre tante, à la fin, elle m'a prêté sa mandoline, elle m'a juste fait monter une gamme. Et puis après, je suis parti, j'ai joué au clair de la lune et tout ça. Puis voilà, ce qui fait que 6 mois après à Noël, j'ai eu ma première mandoline. Mais sauf que cette mandoline, je commençais à faire mes triolets et tout le tralala. Et le plus beau, c'est que bon, c'était l'époque des yéyés, tout ça. Alors moi, c'était wow, c'est Claude François. Et j'inventais des accords pour m'accompagner comme une guitare. Déjà autodidacte à 10 ans. Tout à fait, oui, complètement. J'avais pris de cours. Mais bon, j'ai eu les cours au lycée, les cours de musique, je connais le solfège, mais bon, j'ai une oreille. Je compose, j'ai même eu des élèves, je donnais des cours de guitare à des élèves plus tard, quand j'avais 13-14 ans, puis j'ai eu ma première guitare électrique à 13 ans, mon premier groupe à 15 ans et demi, et je donnais des cours de guitare aux voisins, les premiers rudiments, parce qu'à l'époque, les cours de guitare, c'était, il fallait faire 1 an de solfège, c'était mortel, c'était de quoi désillusionner tout le monde et démotiver. Alors là, j'ai inventé une méthode et un jour ils apprenaient 1 heure de solfège pur et puis après on passait à l'acte tout de suite et ça les motivait, les gosses revenaient. Enfin, les gosses, ils avaient 5-6 ans moins que moi. Alors, est-ce qu'on peut dire que voilà, vous êtes né avec un don? Je ne sais pas, j'adore la musique, voilà. À 13-14 ans, donc c'est quoi? C'est quoi le projet? On a des idées. Moi, je connaissais tous les labels de disques à ce moment-là, tous les yéyés, tout ce qui sortait, je connaissais. Et bien sûr que mon rêve, c'est que j'écrivais déjà. À 11 ans, je composais même avant. Mais je faisais des récitations, je m'amusais à composer des choses comme ça. Et
Et voilà, donc et ces chansons, je les envoyais, tout ce que j'entendais sur les radios allemandes des années 60, je les envoyais à Daniel Philippaki, je traduisais les chansons, je lui envoyais, je voulais qu'il les fasse chanter par des gens comme Sheila, Bien sûr. Bien sûr, tout ça, ils attendaient après moi, bien sûr. Et jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre, me demandait de ne pas le noyer de textes. Toutes les semaines, j'envoyais des textes. Mais j'étais très productif à l'époque. Et puis j'avais fait la Coupe de Télé Luxembourg aussi, je me suis inscrit. Et puis finalement, j'étais trop jeune pour chanter parce que je n'avais pas 16 ans. Mais bon, je tentais par tous les moyens de faire des radios-crochets, mais ça ne se faisait pas beaucoup dans les années 60. Hein. Alors, à partir de là, on a 13-14 ans, on a envie de chanter, on a envie de jouer, on a envie d'être devant un public. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'âge de saluer les copains, donc on emmagasine pas mal de choses. Hein. On se balade entre 4h30 et 6h, c'était notre heure à nous. Tout le monde s'arrêtait. C'est là avec notre transistor, on se baladait dans la rue. Tous les voisins, on se suivait avec notre transistor, puis on chantait. Donc ça donne aussi des idées. Et puis après, à 13 ans, j'ai une guitare électrique. Puis à 14 ans, 15 ans, il faut qu'on forme un groupe. J'avais envie de former un groupe. J'avais un groupe qui s'appelait Les Potaches, dans le village, la petite ville de Petite-Rosselle où j'habitais. C'était un groupe de copains, plutôt de l'âge de mon frère, donc un peu plus âgé que moi, 4 ans de plus. Et ils avaient fait des enregistrements avec les matériaux de l'époque, donc qui étaient excellents. Et ils ont même fini premier prix au Golf Drouot à Paris. Mais comme ils travaillaient tous ou dans les mines ou ailleurs, ils ne pouvaient pas s'engager pour une carrière. Ils avaient gagné le premier prix. Donc on jouait dans une cave, hein, et puis moi j'y allais. J'étais toujours avec ma mandoline dans la tête, mais l'intérêt c'était d'avoir une guitare. Donc j'ai tellement suriné mes parents, donc j'ai une guitare électrique, tout de suite la guitare électrique au lieu de commencer basiquement avec un truc. J'ai toujours fait les choses plus ou moins à l'envers. Et puis j'avais mon groupe, et puis voilà, on a formé, et puis on a joué, on a fait des dansants en Allemagne. Ça dure jusqu'en 69, quoi. D'accord. Alors, est-ce que durant cette période, même avant, parce que bon, on se met quand même, on se donne une image, on se fait une image de ce monde. Est-ce qu'il y a eu des rencontres déjà dès le départ? Alors dès le départ, non, il n'y a pas eu de rencontre dès le départ. Il y a eu des rencontres par la suite. Donc j'ai eu un coup de foudre musical quand j'étais à l'armée, les dimanches après-midi où on s'ennuie, on écoutait Europe 1. Quand on est de garde ou n'importe quoi, puis j'entendais un Herbert Pagani avec grand orchestre, les chœurs de la chapelle Sixtine, tout ça pour un seul bonhomme, c'est merveilleux ce qu'il fait, tout ça. Je me suis empressé d'acheter le disque, et puis mon rêve c'était de le rencontrer, parce que voilà. Et je suis parti après, j'étais un peu éducateur scolaire, ensuite je suis parti. Du jour au lendemain, parti sur la côte, j'ai pris la gestion d'un restaurant et qui ne vois-je pas débarquer un jour, Louis Aragon avec toute sa suite dans mon petit restaurant de 40 places. Alors que je venais je venais de bosser à Aragon quelques mois avant au lycée, j'étais plus que flatté, quoi. Alors je lui ai fait part de mes projets. D'abord la première fois j'ai rien dit, il a aimé, donc il est revenu 2-3 jours après, et il est revenu pendant 2 mois, 2-3 fois par semaine avec sa suite. Et jusqu'à ce qu'il reparte sur Paris, et ensuite je lui parlais un petit peu d'Herbert Pagani. Il m'a dit oui, je connais très bien, et tout ça. Et je suis, disons que j'ai eu 2-3 colis avec des bouquins dédicacés, parce que lui, Aragon ne faisait jamais la même dédicace aux gens. Donc j'ai des reliques à la maison, que je tiens beaucoup. Et un jour, je reçois un billet d'avion de Toulon à Paris, où il m'invite à Paris. Donc de Pau, j'avais un restaurant, je faisais la popote là-dedans, j'adorais ça, et je ne pouvais pas partir du jour au lendemain. Donc j'ai fait venir mes parents, j'ai fait venir une amie, un autre copain, pour qu'ils viennent tenir le restaurant pendant que moi je partais sur Paris. Et voilà, je suis arrivé et c'est très bien passé. J'ai vécu sans doute les 14 plus beaux jours de ma vie, parce que j'ai rencontré les gens que je voulais rencontrer. J'étais assis à côté de gens à l'Olympia au premier rang, au deuxième rang, des gens que j'aurais jamais pu espérer approcher. J'ai pu leur parler, et c'est vrai qu'à l'époque j'étais pas timide non plus. Mais c'était très bien. Et je lui ai parlé justement d'Aragon, je parlais à Aragon justement de ce fameux Herbert Pagani. Et puis un soir à l'Olympia, après la consécration de Julien Clerc, et en première partie il y avait Diane Dufresne qui chante pour la première fois à l'Olympia. À la fin, qui c'est qui nous attend? Herbert Pagani, rien que pour moi.
Ah On nous ouais. attendait à la sortie de l'Olympia et on est restés bons amis. Et puis je l'ai même accompagné par la suite, j'ai accompagné dans ses tournées, j'ai fait ses lumières, voilà. Et puis il y a plein de choses. Justement, dans ces rencontres, enfin, ça reste des souvenirs inoubliables, enfin, Tout à ça reste, c'est marqué à vie. Mais ça a fait partie de vos rêves quand vous étiez jeune, de dire voilà, j'ai envie de rencontrer ces gens. Ben, tout à fait, donc j'avais envie de les rencontrer et le fait de les avoir rencontrés en 14 jours, c'était tellement riche, c'était une espèce de pic dans ma vie et ça m'a redonné en plus de l'espoir. Et après, bon, bien sûr, Aragon, ce que j'ai fait à mon retour, j'ai pris des poèmes d'Aragon et je les ai mis en musique. Alors après, je suis arrivé à Paris, j'ai essayé de démarcher un peu toutes les maisons de disques, et puis on m'a dit, bah, vous êtes un peu jeune quand même, à 23, 24 ans, pour chanter du Aragon. Et là, j'étais trop jeune. Vos mélodies me plaisent, mais les textes d'Aragon, ça va pas. Donc, j'étais un petit peu démotivé. Et puis après, bon, je suis parti, un an après, je suis parti à la Martinique en vacances. J'avais envie de tout plaquer, parce que je travaillais dans le pétrole, j'ai fait plein de petits boulots avant d'être sérieux. Et je suis parti à la Martinique et j'ai écrit une chanson qui s'appelait Trois îlets. J'ai un producteur qui m'a repéré là-bas et qui était suisse au fait, un ami des frères Grus, là, du cirque Grus. D'accord, oui. Et on a passé des soirées mémorables à la Martinique. Et puis au retour, il m'a proposé, après quelques mois, j'ai essayé de la faire courte. Donc il m'a proposé de produire le disque. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelait Trois îlets justement. Et ces Trois îlets, bon, bah, étaient enregistrés. J'ai eu la chance d'avoir Hervé Roy, qui était le chef d'orchestre de Michel Sardou, avec les fléchettes, donc les choristes de Claude François, Slim Pesin, qui était le chef d'orchestre de Claude François. C'est des Rocan Studios, c'est ouais, sur la face B, et puis un troisième titre, donc au studio Cannes à Paris. On a enregistré on a enregistré 3 titres, et voilà, et tout ça c'est sorti, et puis c'est parti sur les platines d'RTL. Vous avez, je sais pas, comme il disait, 600 nouveautés par semaine. Et ils ont gardé 12, et j'étais dans les 12, quoi. Et puis alors, un dimanche après-midi, dans une émission de Stéphane Collaro qui s'appelait Parade des nouveautés. Et du coup, il y avait en premier, donc c'est des gens qui appelaient en fait, et c'est des gens qui faisaient le classement. Et pareil, je fais sauter le compteur. Je me suis retrouvé juste après Guy Bedos qui chantait le tube de l'hiver, qui était un pastiche de l'été indien de Jodassin. D'accord. Mais parler, quoi, c'était pas chanté. Oui. Numéro 2, Roland Gillet, avec Trois îlets, à égalité avec Sheila, Quel tempérament de feu. Donc il n'y avait pas de troisième. Quatrième, Claude François, Le téléphone pleure. Cinquième, Dalida, J'attendrai, la version disco. Sixième, Adamo, Une heure au nuage. Et puis voilà, donc du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qu'on ressent, parce qu'il y a un parcours, enfin voilà quoi, on est sur la lune, on redescend, les pieds sur terre, parce qu'il faut garder les pieds sur terre à un moment donné. Ah bon, j'avais toujours, parce que bon, j'ai toujours voulu faire des choses qui n'ont jamais été suivies vraiment des faits, parce que bon, j'étais bloqué après avec une maison de disques, enfin là je saute des étapes, et puis du jour au lendemain, le lendemain je me suis retrouvé à la Villa Louvigny à Luxembourg, parce que RTL était à Luxembourg encore, le siège, voilà. Donc j'avais enregistré la vidéo, une superbe vidéo que j'ai jamais pu voir, que j'ai vue une fois sur la monitoring, mais bon, bah, comme c'était en direct et qu'ils n'ont jamais, à l'époque on n'avait pas les magnétoscopes qu'on avait plus tard, donc ma mère avait pris des photos en noir et blanc à la télé, donc c'est les seuls souvenirs que j'ai, et quelques photos de studio. Et puis voilà, donc après j'ai essayé de me placer, et puis le disque est bien sûr sorti, mais ça a duré très longtemps parce que c'est pas que j'étais avide, que ça se passe vite, mais je trouvais que 6 mois pour faire les maisons de disques, faire les pieds de grue, devant les maisons de disques, alors que bon, j'avais du bon matériel, des super signatures et des gens vraiment hyper connus, des très bons musiciens comme Claude Angel, un des meilleurs guitaristes de la place de Paris encore aujourd'hui. Et j'avais des gens comme ça, et à un moment, je me suis dit, bah, je vais créer mon label moi-même, et je vais me faire distribuer. Alors, pour 300 francs, l'équivalent, donc ouais, 300 francs. Déjà à l'époque. Ouais, c'était cher, mais bon, quand même, c'était pour créer un label et le déposer aux propriétés industrielles. D'accord, ouais. Ça, c'était dans mes clous. C'était le prix de mon permis de conduire quelques années avant, hein, donc voilà. Et voilà, je l'ai fait, et puis bon, j'étais distribué, et puis voilà, distribué à la Martinique. J'ai même été piraté, parce que mon disque est sorti sous un autre nom là-bas, mais c'était ma chanson. Et j'étais, à l'époque, je ne cherchais pas à attaquer, ni parce que j'avais personne. Et j'ai eu Claude Dejac, quand même, qui était le directeur artistique de beaucoup de gens, qui est venu exprès de Milan pour assister aux enregistrements. Donc là, j'ai été flatté de ce côté-là, et puis voilà. Donc,
disque est sorti. Ensuite, j'ai fait tourner, j'ai chanté à Zurich, dans un club qui venait d'ouvrir, très, très select. Donc j'avais la clé numéro 1 du club. Et il y a un monsieur qui est venu pratiquement tous les soirs me voir parce que je chantais 6 chansons à 11h et à 1h du matin. Un club vraiment presque snob, je dirais. Tous les soirs, il venait, et puis un soir, mon producteur me présente directeur artistique des disques Metronome Records. C'est une boîte allemande que je connaissais très bien de Hambourg, et c'était la version suisse donc, de cette maison de disques. Donc il m'a fait signer mon contrat d'artiste et d'édition. J'ai laissé 25 morceaux de mes chansons, compositions d'édition originale chez eux. Et en échange, il me distribuait mon disque en Suisse et puis en Italie avec Produttore Associati. Et puis finalement, au bout d'un an, il devait faire un album, ce qui n'a pas été le cas. Donc au bout d'un an, on m'a carrément mis dans un studio avec 4 chauves. À l'époque, c'était pas trop à la mode, qui faisaient de la musique avant-garde. Et puis moi, je devais chanter des trucs en allemand. Ça me plaisait pas du tout. Je suis auteur-compositeur, c'était marqué dans le contrat. Donc j'ai fait casser le contrat par un avocat de la SACEM. Donc le contrat a été cassé, mais les morceaux de l'édition originale, les morceaux sont toujours là-bas. Donc aujourd'hui 3 îlets passent à la radio, il y a encore 50% qui va d'office à... Aujourd'hui c'est Universal qui a récupéré, qui a racheté la maison Métronome. Et voilà, et je n'ai jamais réussi à récupérer tout ça. Je m'en fous, je dis bon après tout, c'est pas ça qui m'aurait fait changer ma vie, ma qualité de vie. Sans rancune, sans rien. Oui. Non, parce que j'avais pas envie de contre-attaquer, puis voilà, c'est pas tout dans l'esprit, je dis m'en fous, c'est parti, j'en fais d'autres, j'en ai écrit une centaine. D'accord, vous n'avez jamais abandonné quelque part parce que vous avez toujours écrit, vous avez toujours chanté? Alors, oui, non, mais après, ma musique, après, il fallait que je me case dans un boulot, parce que bon, j'ai fait deux, trois boulots, et c'était pas des travaux de longue haleine, même si je travaillais dans le pétrole, je travaillais en Écosse et des choses comme ça, mais bon, il fallait quand même se régulariser un petit peu la situation professionnelle, et puis après je suis rentré en France à 28 ans et demi, et puis je suis devenu très sérieux, mais en fait, aujourd'hui je peux le dire, je suis rentré pas du tout par vocation pour les avions, je voulais voir comment ils travaillaient dans les studios à Los Angeles, et je savais qu'il y en avait des tarifs spéciaux. D'accord. Si vous m'entendez, excusez-moi, mais bon, il y a un peu de ça. C'est dit. Mais vous avez toujours continué à sortir, à enregistrer, Alors je faisais souvent des soirées où on passait des soirées qui se prolongeaient, des nuits entières à chanter à plusieurs. Et puis, à mes 50 ans, j'ai fait un album. J'ai dit, bon, toutes ces chansons dans les tiroirs, quand même, je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça. Je suis tombé sur un excellent musicien et qui avait un studio à Paris qui s'appelait le Studio Bunker, un petit studio dans une cave. Et c'était un Québécois, enfin franco-québécois, américano-québécois, on va dire plutôt. Et voilà, donc on a travaillé, et puis on a fait le premier album, et qui est sorti de longues années après seulement. Ça s'appelait Surfing Putanani. C'est un titre que j'avais écrit en hommage aux chansons des années 60, des musiques black qui ont tout déclenché quand même, hein, tout rhythm and blues et toutes ces choses-là. Donc j'ai fait en hommage à cette part de musique un peu méconnue de pas mal de gens, et où, si vous voulez, comment je dirais, dans les maisons, chez les disquaires, dans les arrière-boutiques des disquaires, on dansait, on faisait plein de choses, on écoutait de la musique black, la musique noire. Je veux dire black, j'ai horreur de ce terme parce que je ne suis pas un white, je suis blanc. Et donc du coup, c'était censuré par les radios aux États-Unis, tout ça. D'accord. Mais ça avait quand même une certaine valeur. Et puis après, bon, quand ça a vraiment surgi, comme la Motown qui a pris une grosse ampleur, hein, et aujourd'hui c'est l'effet inverse, puisque comment il s'appelle, l'oncle Ben, c'est quand même le seul blanc qui enregistre sur un label noir en France, Tam La Motown, ce qui est absolument génial. Je trouve que c'est une super revanche. D'accord. Donc voilà. Et donc ça c'était le thème de l'album. Donc je crois qu'il y a 17 titres, je crois. Je suis sûr même. Et voilà. Et puis ensuite j'ai arrêté encore un petit peu. Puis donc dès que je suis parti à la retraite, donc là j'ai commencé à attaquer plein de choses. J'ai bougé de Paris. Je suis venu un peu dans le Morvan où j'avais acheté une maison il y a déjà une vingtaine d'années. Et
Donc je me suis mis dans des associations, j'ai créé un groupe vocal qui s'appelait Blue Connection. J'ai refait un groupe, à l'époque on s'appelait les Spirits dans les années 60, et là j'ai fait les New Spirits avec mon copain Laurent qui travaille aussi, qui a une émission à Radio Morvan, et qui est un excellent guitariste, surtout bassiste, donc dans notre cas. Et puis un certain Philippe aussi à la batterie, et nous avons refait tout ce qu'on faisait à l'époque à 4, on le faisait à 3 là, et puis on s'est amusé toute l'année dernière, et manque de peau, après les gens se séparent. Et puis je suis en train de rechercher quelque chose, et j'ai d'ailleurs un contact, j'ai retrouvé des gens, des musiciens, des vrais, on se fait un groupe vocal, piano, guitare, batterie, c'est une merveille. Donc je rejoins mes amours, mes premières amours. D'accord, ça veut côté dire vocal, harmonie. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à la retraite, on revient à ses amours, à sa jeunesse quelque part. Tout à fait, on prolonge sa jeunesse. On prolonge sa jeunesse. On n'a pas pu faire à l'époque. Exactement. Ouais. Alors, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des enregistrements, il y a eu... Là, vous m'avez apporté un enregistrement en allemand, je crois. Oui, enfin, là je suis en train de faire un album, ça va être vraiment... j'ai trouvé le nom tout à l'heure en venant à la radio, je ne vais pas le dévoiler parce que ce sera le nom de l'album. Je vais taper un petit peu partout, comme le précédent, il était en 5 langues déjà, et celui-ci il sera au moins en 5 langues, ça va être mes favoris, quoi. Et j'ai trouvé le nom, vous allez bientôt entendre parler de ça, d'ici 6 mois je pense, ou 8 mois, ou peut-être au printemps prochain, donc l'album sortira. Et je suis en train de travailler aussi sur les années 60, donc sur les années 50, je dirais même, ouais. Fin 50, début 60, je suis en train d'écrire une histoire musicale. Je ne vais pas parler un musical, c'est ni comédie musicale, parce que c'est pas toujours comique. Je suis en train de parler de ma jeunesse, et puis j'ai fait mes 14 tableaux, et puis je suis en train de voir avec un producteur, un ami à moi sur Paris, comment ça va se passer bientôt, donc pour essayer de voir si c'est la faisabilité de tout ça, parce que c'est pas le tout d'écrire des dialogues, des chansons, j'ai des idées de mise en scène et tout ça, mais il faut trouver les gens aussi qui peuvent nous donner un coup de pouce pour cela, parce que ça a l'air d'être un gros truc, et je peux pas le faire en petite distribution. D'accord. Ouais. Où ça restera sûrement dans mes tiroirs, mais moi je m'en fous, je l'aurais fait, c'est ce que je suis vraiment derrière en ce moment, c'est vrai. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est pouvoir se faire plaisir, s'éclater? Alors voilà, moi j'ai tellement de choses encore à dire, parce que bon, j'ai plus de temps derrière moi que devant moi, donc j'ai tellement de choses encore à dire que le temps, effectivement, je suis peut-être en train de bousculer un peu tout ça. Je demande à droite et à gauche si je trouve des gens avec lesquels je m'entends pour faire un bœuf par-ci par-là, ou pour enregistrer des choses. Et ça me manque vraiment. Je ferais bien de la musique à temps plein, quoi. Ça ne me dérangerait pas du tout. On est quand même dans une région où il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes, mais il n'y a pas des gens disponibles. Je veux dire, par contre, on a cherché un batteur pendant 1 an. On a mis des annonces partout, et puis si, on en a trouvé 1 ou 2, mais ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait. D'accord. C'était pas du tout. Okay. Alors après, est-ce que le monde de la musique évolue aussi? On voit un petit peu ce qui se passe à la télévision avec les télé-réalités, oui. Où ça devient un petit peu, c'est montré, une fausse image quelque part de... Showbiz. Ouais. Oui, c'est vrai que quelqu'un qui va chanter une fois devant la télé, comme ça, même a cappella, comme dans ces émissions Nouvelle Star et tout ça, j'ai rien contre, hein, c'est sûr que ce sont des découvreurs de talent. Mais on les clone tellement, on les façonne tellement qu'ils oublient d'être eux, et puis après, on arrive quand même à sortir de bonnes choses, hein, bien sûr. Oui, tout à fait, mais ça a un temps. Voilà. Ça a un temps. Ben voilà, il y en a une que j'aime beaucoup, que j'ai adorée, c'était Amandine Bourgeois. Une voix, mais alors une voix, et j'aurais rêvé qu'elle fasse un album rien que de ce qu'elle avait fait à la télé, quoi. Mais cet album n'est jamais sorti, puis on ne parle pratiquement plus d'elle. Là, ouais, c'est dommage. Ouais. Alors une superbe voix, quoi. Ouais. Par contre, bon, ceux qui passent une fois à la télé et qui se prennent pour un artiste tout de suite, et puis voilà, ils sont au sommet. Non, je veux dire, Gilbert Bécaud a mis 15 ans, 20 ans à crapahuter avant de devenir quelqu'un. Mais les bons artistes, enfin Gilbert Bécaud ou Cabrel, ou voilà, ils ont mis du temps. Même Florent Pagny, hein. Oui, aussi. Voilà, donc, en gros, c'est une voix en plus. Hein. Voilà, exactement. Mais maintenant, on ne favorise plus tellement le côté voix, alors qu'il y a des jeunes qui ont des voix superbes. J'en connais quelques-uns, ou quelques-unes qui ont des voix sublimes, que j'aime beaucoup, et c'est pas eux qu'on entend le plus sur les radios style radio jeune. Je ne peux pas les nommer, mais c'est
bon, bourrage de crâne, quoi. Ouais, on les Dommage. comprend, voilà. Et la musique passe au deuxième plan, hein, c'est commercial avant tout. Et c'est pas trop mon genre. Alors aujourd'hui, la passion avant tout. Donc alors, en prépa, un album? Alors, on prépare un album, ça va sans doute commencer, les enregistrements vont commencer. Bon, il y a 2 titres déjà que je vous avais remis. Alors, il y a 2 titres en allemand pour des chansons que j'adore par-dessus tout. Donc, j'ai fait les versions françaises. Enfin, les versions françaises, pardon, les versions à moi, donc mais allemandes, en allemand. Oui. Il y aura d'autres choses, il y aura de l'italien, il y aura de l'américain. Comment on choisit? Parce que voilà, vous parlez plusieurs langues, vous avez des gros coups de cœur, avec de belles rencontres. Comment est-ce qu'on choisit de définir son album? Le dernier album que j'ai fait, l'album 15 titres là, je l'ai appelé Hétéroclite. Tout simplement parce que le seul rapport entre les chansons, c'est qu'il n'y en a pas. Donc c'est un rapport. Alors, il n'y a pas de rapport. Et voilà, donc je fonçais, voilà, mais c'est ça le rapport, c'est parce qu'il n'y en a pas. Alors donc j'ai foncé un peu dans toutes les directions, il y a 5 langues, plus une chanson sifflée, donc ça fait 6 langues si on veut, il y a du grec même, un petit peu, une phrase ou deux. Et voilà, je me suis dit, je me fais plaisir, et c'est comme ça que je peux atteindre différentes personnes. L'Allemagne m'a bien répondu là-dessus, donc ils ont adoré, parce que bon, il y a 12 chansons à moi et 3 ce sont des covers, quoi, en fait. J'ai demandé à la SACEM si je pouvais reprendre un des plus grands succès allemands des années 64-65, qui s'appelait Marmorstein und Eisenbricht, qui est une chanson de Drafi Deutscher qui est encore aujourd'hui, ça passe à la radio tout le temps. C'est un peu le Born to be Alive de Patrick Hernandez. Et voilà, et puis j'ai demandé à faire un medley avec Brand New Cadillac de Vince Taylor. Donc on a monté ça en studio, et puis je refinis avec l'allemand, quoi, parce que je trouvais qu'ils collaient très bien ensemble. Et voilà, j'aime bien faire des petites choses un peu plus originales que de chanter, des fois débiter bêtement une chanson telle qu'elle est là. Mais bon, c'est vrai, c'est pas trop l'appât du gain non plus, parce que bon, je fais beaucoup de choses gratuitement, bénévolement, pour des associations, j'en ai fait beaucoup. Comme j'ai écrit pour la petite Lisa, une chanson aussi sur le dernier album, où plutôt que d'adhérer à cette association, l'association Lisa, je préférais écrire une chanson sur la petite Lisa, qui s'appelle donc Lisa Lizou, et j'ai enregistré ça avec des enfants un peu différents aussi, parce que la fille est trisomique, et les parents ne veulent pas qu'elle aille dans une école spécialisée, et ils y arrivent très bien. Ils ont pour cela des éducateurs du côté de Fonsorbe, Toulouse, qui ont une méthode extraordinaire, mais qui est très chère. C'est pour ça que cette association a été créée, et ils sont à Domartin, c'est l'association Lisa, je le redis, parce qu'ils valent vraiment la peine d'être contactés. Et puis voilà, donc j'ai fait fabriquer 500 disques, et puis j'ai donné à l'association, et ils les revendent pour le bénéfice de l'association. D'accord. Voilà, et c'est une chanson qui passe aussi en radio un petit peu, ça plaît bien. Alors, on le disait en début d'émission, un site internet, donc un site internet, une page Facebook, et éventuellement, prochainement, donc album, et pourquoi pas un livre. Voilà, et puis sur YouTube, il y a pas mal de petites choses, enfin des choses un peu plus simplettes, dans la mesure où ça a été enregistré un peu sauvage, ou je sais pas, une fête de la musique à 3h du matin, ou avec mon groupe de l'année dernière. Non, ça fait plaisir, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a surtout le clip, si vous voulez voir de belles images sur le Morvan, il y a un très beau montage. Vous tapez Roland Gillet, Morvan, et vous allez voir sur YouTube, Emmène-moi Morvan, il y a un beau montage qui a été fait par le groupe, enfin par l'Ellipse Images de Dijon, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Roland Gillet. De rien, Maria, merci à vous. Et non, ça a été un grand plaisir, et puis on se dit à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.